Bonsoir à tous. Nous allons ouvrir cette table ronde de clôture du colloque qui s'intitule « Perspectives d'action », tout un programme. Voilà, je voudrais d'abord remercier beaucoup les organisateurs de ce colloque de m'avoir convié à introduire cette table ronde et à la présider, et puis surtout les féliciter parce que j'ai trouvé la journée particulièrement intéressante sur un sujet évidemment crucial, non seulement crucial au regard de l'espèce de déferlement, de déluge dans l'espace public d'informations scientifiques plus ou moins rigoureuses auxquelles on a assisté pendant la crise du Covid et qui nous a tous, je pense, conduits à vouloir penser de manière un petit peu plus fine, approfondie, la question de la prise de parole intègre, robuste, responsable, je dirais, en fait, des chercheurs, mais crucial aussi, puisque, en fait, au-delà de la question du Covid, cette interrogation, elle vient de la communauté des chercheurs eux-mêmes. Il y a une très forte demande de la part des chercheurs en faveur de repères quant à ce qu'est une prise de parole publique intègre et responsable. Les chercheurs, vous le savez, ça a été dit, redit plusieurs fois, dans le cadre de cette journée, sont de plus en plus sollicités par les médias. Les chercheurs sollicitent eux-mêmes de plus en plus les médias ou ont envie de se faire entendre dans la sphère publique pour défendre des causes, soit dans le cadre de leur profession, soit en marge de leur profession, des causes écologiques, des causes identitaires de toutes sortes. Et pour la plupart d'entre eux, ils veulent le faire sans prendre de risques, de façon sûre et de façon responsable, sans mettre en danger leur institution, et puis sans se mettre en danger surtout, en ne se faisant pas piéger, en ne se faisant pas instrumentaliser, et surtout en étant, encore une fois, tellement responsables qu'ils ne mettent pas en jeu leur crédibilité. Pardon. Voilà, donc penser à la question de la responsabilité de la prise de parole des chercheurs aujourd'hui, ça me paraît effectivement absolument crucial. Et avant de présenter et de donner la parole à nos 4 invités, je voudrais m'autoriser juste une observation ou peut-être un sentiment à l'issue de cette journée. C'est le sentiment finalement d'un accord assez général sur les déterminants de ce qu'est une prise de parole intègre et responsable dans l'espace public de la part des chercheurs. Il me semble en effet que ce que j'ai entendu ici et ce qu'on peut lire à droite ou à gauche sur la question depuis quelque temps est assez consensuel, un accord sur le caractère absolument essentiel de la liberté d'expression académique, selon la manière dont l'a exprimé ce matin Olivier Beau, essentiel évidemment en termes de capacité à discuter la science, à questionner les résultats de recherche des uns des autres, etc. Donc caractère essentiel de cette liberté, mais caractère aussi encadré de cette liberté, contraint. C'est une liberté professionnelle, je rejoins tout à fait ce qui a été dit tout à l'heure, une liberté professionnelle contrainte, et celui qui en jouit a des devoirs de prudence, des devoirs de rigueur, des devoirs de transparence. On l'a dit et redit, et je pense qu'on sera tout à fait d'accord tous là-dessus. Quand un chercheur prend la parole, quand nous, chercheurs, nous prenons la parole dans l'espace public, nous devons avoir conscience des impacts sociétaux de ce que l'on va dire. Nous devons dire d'où on parle, comme on dit maintenant, si on parle en tant que chercheur, si on fait part d'un engagement plus personnel. On doit citer ses sources, mettre à disposition de ses données, dire si ce qu'on dit est controversé ou au contraire consensuel, etc., etc., etc. Et je remarque que, en réalité, cette espèce de fond commun, c'est peu ou prou la substance de des recommandations qu'a rendues le comité d'éthique du CNRS dans l'avis qui a été rendu sur le sujet de la communication publique des chercheurs il y a quelques mois maintenant. Et je le dis vraiment sans vergogne parce que je n'étais pas du tout aux manettes à l'époque. Mais je remarque qu'effectivement, ces recommandations sont finalement assez largement reprises. Et si j'en juge aussi par la charte d'expression publique qu'a publiée il y a quelque temps l'INRAE,
ou celle qui est en train de préparer la PHP, on est tous à peu près sur la même longueur d'onde. Ça ne veut pas dire qu'on est au bout du chemin pour autant, bien évidemment, il reste 1000 questions qui ont d'ailleurs été, pour la plupart d'entre elles, posées et très bien posées aujourd'hui. Donc il y a évidemment celle de savoir ce qu'on fait de ces standards, si on les rend tellement clairs, nets, précis, inflexibles et durs, ils vont évidemment remettre en cause la liberté d'expression des chercheurs, et personne d'entre nous ne veut ça. Donc comment est-ce qu'on trouve le bon curseur entre ce qui a été exprimé ce matin par certains, le ne surtout pas réguler, et puis la volonté qui est exprimée par d'autres d'avoir des repères. Comment fait-on en termes de formation des chercheurs, en termes d'acculturation de manière plus générale, d'acculturation des chercheurs aux enjeux de la prise de parole publique. Le rôle des médias est évidemment absolument crucial, puisque leur responsabilité à eux aussi en la matière est évidente, sans compter toute une série d'autres questions qu'on a évoquées ce matin et sur lesquelles je pense on reviendra. Je pense notamment à la question de la compétence. On a tous dit qu'il fallait que le chercheur soit compétent. Mais voilà, est-ce que finalement c'est un bon critère, ou est-ce que en s'engageant dans ces critères-là, on met le doigt dans quelque chose de finalement pas très vertueux et compliqué à gérer? Je pense qu'on y reviendra. Voilà, donc écoutez, je vais maintenant passer la parole à nos 4 invités qui sont particulièrement bien placés les uns et les autres pour dresser des perspectives d'action, puisque c'est l'objectif de cette table ronde. En effet, nous avons la chance d'avoir ici Emmanuel Didier, qui est sociologue, directeur de recherche au CNRS. Emmanuel qui a beaucoup travaillé récemment, entre autres, sur la question de la désinformation scientifique. Puis Éric Guillardi, qui lui aussi est directeur de recherche au CNRS, océanographe et climatologue, et Éric est membre du comité d'éthique du CNRS et travaille en ce moment tout particulièrement sur la question de l'engagement des chercheurs, et donc entre autres sur la manière dont ils peuvent s'exprimer dans l'espace public. Pierre Ouzoulias est sénateur, et on vous connaît évidemment notamment pour vos travaux sur l'intégrité scientifique, et chercheur au CNRS, vous aussi. Mais au contraire. Et Mario De Vitrani, vous êtes spécialiste de robotique et vous êtes vice-présidente à Sorbonne Université, en charge de la vie institutionnelle et des questions de démarche participative. Voilà. Donc 4 personnalités qui auront probablement des choses utiles à dire en termes de perspectives à dessiner. Emmanuel, c'est à toi la parole. Très bien, mais merci 1000 fois Christine, merci beaucoup à tous de cette invitation, je suis très content de pouvoir parler ici. Alors je vais organiser mon petit temps de parole en 2 parties un petit peu distinctes. En fait, j'ai été responsable pour le comité consultatif national d'éthique d'une table ronde qui portait sur le même sujet que celui que nous sommes en train de discuter aujourd'hui. Donc je me disais que c'était intéressant en fait de vous rapporter les principales conclusions qui avaient été émises lors de cet événement-là. Et à partir de la comparaison de ce qui s'est dit aujourd'hui et de ce qu'on a pu dire auparavant au CCNE, je vais vous proposer quelques propositions d'action, puisque c'est le titre de cette table ronde. Voilà, donc le comité consultatif national d'éthique, vous le savez peut-être, est une instance nationale française qui a été créée après la naissance de Amandine, en 83, Mitterrand considérant qu'il était important que les chercheurs aient l'occasion de réfléchir à des problèmes éthiques posés par le développement de la science. Donc c'est une vieille institution, et c'est une institution qui se prétend même être le premier comité d'éthique national au monde. Je ne sais pas si c'est vrai, il faudrait vérifier, mais enfin en tout cas c'est ce qu'il prétend. Et le 17 mars 2022, le 17 mars de cette année, une réunion des comités d'éthique institutionnels a été organisée sous le titre de « L'éthique partant de crise sanitaire ». Et donc dans cette discussion, il y avait une session qui s'appelait « Repenser le débat scientifique en situation de crise, une éthique de la communication ». Voilà. Alors, je voudrais vous dire que une intervention liminaire de Jean-Gabriel Ganassia a été prononcée. Ensuite, il y avait une table ronde qui réunissait Célia Zwolinski du CNPEN, du Comité national pilote d'éthique du numérique, Margaret Buckingham, qui est membre du comité d'éthique de l'Institut Pasteur, Pierre Corvol, qui était là ce matin et qui est donc
bien connu parce qu'il a rédigé le rapport qui a donné lieu à l'Office et qui est donc membre du comité d'éthique de l'Académie des sciences. Claude Naon, qui est une femme et qui est membre du comité d'éthique de l'Académie des technologies. Et enfin, la conclusion avait été prononcée par Philippe Berta, qui est député et non pas sénateur, et qui a été rapporteur de la loi bioéthique. Alors, j'ai résumé vraiment à gros traits, ça a duré longtemps, donc j'ai résumé à très gros traits ce qui s'est dit. Il y a, à mon avis, 3 points qui sont ressortis. D'abord, la crise pandémique a été l'occasion d'avoir une parole scientifique transmise au public de façon absolument inédite. On n'avait jamais vu autant de scientifiques qui parlaient au public, qui étaient invités dans tous les médias, etc. Alors la chose qui était intéressante, c'est que c'était des scientifiques, et pourtant, comme vous l'avez tous remarqué, il n'y avait pas eu d'accord général sur ce qui a été dit. Il y a eu beaucoup de désaccords, certains disaient ceci, certains disaient cela, il y a eu des controverses très violentes entre scientifiques et politiques, etc. Souvent, ça a été analysé comme, en fait, le fait que la science était en train de se faire, et elle devait en même temps s'exposer. Donc, à la fois chercher et s'exposer au moment où elle cherchait. Et donc, c'est cette difficulté liée à l'incertitude du travail en train de se faire, et qui est pourtant été exposée, qui a soulevé de nombreux problèmes. Donc ça, c'était un petit peu la façon de poser le problème tel que nous l'avons fait. Un point très important qui a été dit ici très souvent, hein, je redis des choses qui ont été souvent dites ici, le moyen de communication fait partie du message. On ne parle pas du tout de la même chose, ni de la même façon, selon qu'on est dans une conférence scientifique, selon qu'on est sur un plateau de télévision ou sur un média en ligne. Hein. Et en particulier, une chose avait été remarquée, qui a été dite ici aussi, c'est que nous sommes encore très peu habitués, surtout les scientifiques, très peu habitués aux médias numériques. Alors, certains d'entre nous les utilisons, certains ne les utilisent pas, certains sont plus à l'aise que d'autres, etc. Mais disons que professionnellement, le média numérique est quand même assez peu maîtrisé, sans parler des médias plus classiques. Tout le monde ne va pas à la télé, tout le monde ne sait pas d'office comment parler à la télé ou à la radio. Un des problèmes difficiles à résoudre est précisément les effets de mésinformation ou de désinformation, c'est-à-dire de mésinformation, de mauvaise compréhension ou carrément de tentatives de tromperie, qui sont très difficiles à maîtriser, surtout sur les médias numériques. Enfin, par exemple, Margaret Buckingham racontait que l'Institut Pasteur a été l'objet de très nombreuses attaques. Vous vous souvenez, parce qu'il a été accusé d'être, en fait, d'avoir voulu créer le virus et développer la pandémie. Et donc, ça, par exemple, ils n'étaient pas très habitués à répondre à des attaques en ligne concernant leurs recherches. Et un autre point qui a été peu discuté, en revanche, ici aujourd'hui, ou alors peut-être que, disons, plus marginalement, qui est la question du rapport avec les décideurs. En fait, quand on parle au public, on parle aussi avec des gens qui vont prendre des décisions très influentes, et dans un contexte médiatique. Donc la question, c'est comment est-ce que les décideurs eux-mêmes interagissent avec les scientifiques, comment ils répercutent les avancées ou les incertitudes scientifiques, comment est-ce que nous, on peut s'adresser à eux, comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'on soit entendu d'une façon qui ne soit pas problématique, alors qu'on parle souvent aussi en même temps dans un média. Donc il y avait la question des décideurs. Par exemple, une phrase qui a été souvent discutée pendant notre réunion, c'était, vous vous souvenez sans doute dans la campagne comment on appelle ça, médiatique de Santé publique France, il y avait cette phrase, on peut douter de tout sauf des chiffres, vous vous souvenez? Alors tout le monde était là, genre, c'est bizarre que les décideurs disent ça, parce que tout le monde, nous tous, dans notre métier, c'est un peu de douter des chiffres. Donc voilà, donc il y avait cette question-là. Voilà, donc le rapport avec que les décideurs politiques entretiennent eux-mêmes avec les sciences est très variable. Voilà, donc ça c'était vraiment les 3 points principaux qui ont été abordés dans le cadre des comités d'éthique. Et à mon avis, on peut tirer 3 conclusions à ces réflexions. Premièrement, je pense qu'il y a une figure dont on a peu parlé aujourd'hui, mais qui est à mon avis capitale pour l'histoire de ce dont nous parlons, c'est la figure de l'intellectuel. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de discussions sur les experts, sur les scientifiques, etc. Mais en France, quand on prend la parole en public, on est d'une façon ou d'une autre un intellectuel. Et donc la question de savoir séparer ou de comprendre les transformations des rapports entre cette figure très puissante en France, beaucoup plus qu'à l'étranger, je dirais, beaucoup plus que dans les pays anglo-saxons, puissante en France de l'intellectuel avec l'expert, je pense que, enfin je ne suis pas le seul, hein, c'était une discussion générale, mérite d'être creusé. Alors, je ne sais pas comment, hein, probablement par des recherches. En fait, on pourrait financer des recherches sur cette, qui existent déjà. Il y a des travaux sur les intellectuels. Hein. Mais la figure de l'intellectuel
et de ses rapports avec l'expert transformés par la crise Covid, à mon avis, mériterait plus de recherche. Deuxièmement, on a pu en parler aujourd'hui de très nombreuses reprises. Les scientifiques, on l'a vu quand le journaliste de l'Express parlait, là, les scientifiques connaissent quand même assez mal le boulot des journalistes, et vice-versa. Et souvent, au lieu de se dire, tiens, on ne connaît pas leur travail, on les prend pour des idiots et on dit qu'ils ne connaissent rien à la science, ce qui est, à mon avis, vraiment pas une très bonne idée. Mais inversement, les scientifiques ont tendance les journalistes connaissent assez mal le monde de la science. Donc, un des points, Michel Dubois en a parlé un tout petit peu, tu as évoqué l'idée, un des points qui est très important, c'est de créer des lieux intermédiaires où ces deux professions pourraient apprendre l'une de l'autre. Que donc il puisse y avoir des connexions, des moyens de discuter entre des scientifiques et des gens plus spécialisés dans les médias. Ce genre de lieu pourrait, par exemple, créer des ressources pour les scientifiques qui ne pourraient pas s'y rendre physiquement. Pourquoi pas considérer, par exemple, des cours ou même des fiches. Qu'est-ce que c'est que parler dans un média social, etc. On pourrait tout à fait, par exemple, faire des petites vidéos qui expliqueraient comment est-ce qu'un scientifique peut s'adresser à YouTube. Je pense que ça pourrait vraiment aider beaucoup de monde. Et qui pourrait s'occuper de ces lieux intermédiaires? À mon avis, par exemple, l'Office pourrait réfléchir à cette question-là. Je ne sais pas. Mais donc, il faudrait chercher des lieux intermédiaires qui permettraient de mettre en contact ces deux professions. Et enfin, pour conclure, ce qui avait été assez fortement dit déjà dans le CCNE, c'est la position qui a été défendue tout de suite par Olivier Beau, il serait assez catastrophique de réguler la parole des scientifiques dans l'espace public. Pourquoi? Parce que la régulation sera immédiatement retournée comme étant un moyen de contrôle de notre parole qui pourrait tout à fait devenir excessive, assez rapidement. Et donc la régulation était plutôt vraiment largement un épouvantail à craindre que quelque chose qui pourrait nous aider. Voilà, je ne sais pas exactement combien de temps j'ai parlé, mais j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Donc je vous remercie de m'avoir entendu. Merci. Avant de passer la parole à Éric Guillardi, j'ai une petite question de compréhension. Quand tu parles... Non, je t'en prie. Quand tu parles de lieux intermédiaires, tu veux dire des lieux où les journalistes et les scientifiques peuvent se parler pour mieux comprendre leur manière de travailler respective, hein, c'est ça? Voilà, exactement. Et du coup, la question que je me pose, c'est, il me semble que ça existe déjà, de manière informelle, il y a déjà de très nombreux espaces dans lesquels journalistes et scientifiques se parlent. Est-ce que ton objectif, c'est de les formaliser? Et si oui, est-ce que tu penses à des institutions comme l'institution anglaise Science Media Center, pour lequel le législateur français a fait une tentative dans la dernière LPR, mais en vain, puisque personne n'en a véritablement voulu. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est autre chose? Juste pour une question de compréhension. C'est typiquement ce genre d'institution à laquelle je pensais. Je pensais aussi, par exemple, j'ai oublié les termes techniques là, mais j'avais travaillé sur les fake news, par exemple. Il y a des arènes où les journalistes qui traitent sur des fake news peuvent parler aux scientifiques de leurs différentes pratiques, etc. D'accord. Et donc, c'est ce type d'arène où il pourrait y avoir des réunions. On met ce sujet en discussion pour la table ronde proprement dite. Éric Guillardi, à toi. Merci Christine. Bon après-midi à toutes et à tous. Et moi aussi, je voudrais remercier les organisateurs de ce colloque passionnant. Et alors, beaucoup de choses ont été abordées, donc je vais essayer de synthétiser les nombreuses pistes que ça m'évoque. Tout d'abord, clairement que la prise de parole fait partie de l'engagement de façon plus générale du scientifique. Et comme disait Christine, la réflexion sur comment avoir un engagement sûr et responsable, je pense qu'il ne faut pas rentrer dans le débat est-ce qu'il faut avoir un engagement ou pas. Ça relève, je pense, de la décision individuelle des chercheurs, mais à partir du moment où un chercheur décide d'y aller, de savoir comment le faire dans les meilleures conditions. Ce meilleur, on a bien vu les débats, il est compliqué. Donc pour moi, c'est clairement un enjeu, une dimension de l'éthique de la recherche, et c'est pour ça qu'au COMETS, effectivement, on s'en est emparé, au même titre que de nombreuses autres dimensions de l'éthique de la recherche. Donc je pense qu'il faut le traiter de façon large, inclusive, avec tous les autres défis face auxquels les chercheurs sont, et pas de façon isolée. Donc ça, pour moi, mais encore une fois, les différentes réflexions de la journée montrent bien que c'est connecté à beaucoup d'aspects de la recherche. On pourrait éventuellement en parler après. Alors, peut-être un élément de contexte, et puis après,
3 pistes d'action, puisque c'est ça dont on parle dans cette table. Tout d'abord, alors ça a été abordé déjà à l'instant et puis un peu plus tôt dans la journée, il me semble que pour éviter de la confusion à la fois dans le public, mais aussi dans la communauté scientifique et encore plus en interaction avec les deux, qu'il faut distinguer plusieurs volets ou phases de la science. Il y a la phase qui est abordée à l'instant de la science en train de se faire, qui est assez différente de la phase d'établissement de l'état de l'art. Qu'est-ce qu'on sait à un instant donné, comme par exemple un rapport du GIEC ou un rapport de l'IPBES, d'un autre volet ou d'une phase qui est la mobilisation de la science pour la décision. Et il me semble que c'est trois registres qui sont très différents, connectés, bien sûr liés, mais que les enjeux d'intégrité, d'éthique ne se posent pas du tout de la même façon dans les trois, ou en tout cas des articulations doivent être pensées. Leurs temporalités, bien sûr, ne sont pas les mêmes. On a parlé de la temporalité des réseaux sociaux où il faut réagir à la minute, alors qu'un papier de recherche va mettre plusieurs années à se mettre en place. C'est clairement, plus on va de la première phase à la dernière phase, plus la temporalité va changer. Ensuite, il ne va pas y avoir le même rapport avec ce qui est attendu par la société ou les interactions avec la société, la demande de fiabilité de ce que le scientifique peut fournir. Donc fiabilité, c'est d'un côté la robustesse, donc la démarche scientifique, de s'assurer qu'on va bien répondre à tous les canons d'administration de la preuve qui dépendent de communauté, comme ça a été dit. Mais aussi, c'est pas que de la robustesse d'être fiable, c'est aussi la pertinence. C'est-à-dire que c'est une recherche, une science qui va pouvoir être utile à la société, avec tout ce que le mot « utile » peut recouvrir, et c'est un vrai débat, mais on peut très bien imaginer de faire de la recherche dans la première phase, la science en train de se faire, de comprendre le boson de Higgs, sans chercher à avoir un impact sur la société, et tout à l'autre bout, quand on fait des recherches sur le changement climatique, il y a des attentes de la société qui sont très claires, et l'équilibre robustesse-pertinence ne va pas être le même, et donc les attentes de la société ne vont pas être les mêmes non plus. Donc pour moi, ça va faire le lien avec une des pistes, c'est que ces distinctions entre les différentes phases de la science, c'était bien dit, pendant le Covid, il y a eu les trois en même temps mélangés, voilà, donc il y a eu beaucoup de confusion, mais encore une fois, cette confusion, elle n'est pas que chez nos concitoyens, elle est parfois aussi dans la communauté scientifique. Et donc, il y a un travail de culture scientifique à mener auprès de tout le monde, qui commence à l'école pour beaucoup, mais aussi dans nos communautés de recherche, sur ces différentes dimensions, différentes phases. Alors, c'est une façon de les découper, mais il y en a certainement d'autres. Ensuite, moi, ce que j'ai retenu aussi des échanges aujourd'hui, et ça fait écho aux réflexions qu'on commence à avoir dans le COMETS, c'est d'expliciter les valeurs qui donc président à la prise de parole des scientifiques. Il y a beaucoup d'implicites, et or l'implicite est jamais une bonne chose. Ça crée de l'incompréhension, des tensions, souvent inutilement d'ailleurs. Donc déjà, de tordre le cou à des idées que la science est neutre. Et là, je n'aurais absolument pas tenu ce discours il y a quelques années, où moi, en tant que scientifique des sciences et naturelles, on apprend que la science est neutre. J'ai encore beaucoup de collègues, je pense, qui sont convaincus que la science est neutre. Moi, j'ai appris, souvent à mes dépens, que non, ce n'est pas le cas, mais que ce n'était pas forcément grave. Alors, pour prendre un terme proposé par Léo Coutelec, que la science est impliquée dans le sens qu'elle est toujours liée à des enjeux sociétaux, elle ne vit pas dans un vide hors la société, mais que ce n'est pas grave, mais qu'il faut en tirer les conséquences. Et ça a de nombreuses conséquences. L'objet de cette journée, on est vraiment au cœur de ça. Et donc, pour reprendre une phrase qui a été dite plus tôt, ça va mieux en le disant. Et ce n'est pas un gros mot de dire que la science n'est pas neutre, mais elle est... voilà. Donc ça, je pense que c'est expliciter les valeurs qui ne sont pas forcément à cacher. Beaucoup de gens se disent « Ah oui, je sens bien, je suis un scientifique, je ne suis pas tout à fait neutre, mais je donne l'impression que je suis un scientifique neutre parce que je ne maîtrise pas très bien le reste. » Il faut apprendre à maîtriser. Donc ça, c'est... Alors, deuxième piste, le rôle des collectifs. Donc ça a été évoqué dans la troisième table ronde. C'est très clairement, leur collectif s'appelle des institutions de recherche.
les ordres, c'est l'ordre des médecins ou d'autres, les sociétés savantes, d'autres formes à imaginer. Et puis aussi, il y a eu un rapport de l'UNEP intéressant à la fin de l'année dernière qui parle des rapports sciences-société, l'évolution sur les dernières dizaines d'années, et qui soulignait l'importance et le rôle des organisations frontières. Alors ça a été abordé par d'autres termes, vous en parliez à l'instant. Et parfois, voilà, moi je me demande dans quelle mesure certains scientifiques ne se retrouvent pas seuls et face au front parce qu'il n'y a pas d'organisation frontière qui va pouvoir faire le lien entre la société et leur communauté de recherche. Alors, voilà, c'est vraiment cet aspect-là. Alors, il y a des contextes d'engagement collectif, on en a parlé. L'INRAE, par exemple, est un exemple d'organisme qui a un engagement collectif, et l'engagement individuel ou la prise de parole individuelle des chercheurs va se faire en fonction de ce contexte collectif. Donc c'est important aussi de le comprendre, de comprendre son histoire. Et là, on a eu un exposé sur l'histoire de l'engagement au CNRS qui est passionnant, qui dit bien qu'on ne part pas de nulle part. Et donc, dans cette partie d'acculturation des scientifiques dont Christine parlait, il y a aussi comprendre cette histoire et les différentes phases qu'il y a eu. Donc ça me semble vraiment important. Et donc aujourd'hui, de dépasser l'engagement qui est souvent individuel, ça a été rappelé des chercheurs, pour arriver à des réflexions collectives. C'est clairement ce qu'on a engagé, nous, dans notre comité des climatologues, puisqu'on se retrouve comme jamais d'autres, enfin si peut-être, justement, je suis en train de oublier l'histoire, des collectifs de recherche se retrouvent confrontés à la société sans vraiment y avoir été préparés. Voilà, alors, bon, il y avait une partie aussi sur la communication. Je trouvais très intéressant l'exposé sur les liens avec la DIRCOM du CNRS. Alors, on a tous, en tant que membres du CNRS, un jour, alors pas tous, mais nombreux, eu affaire à la direction de la communication de nos instituts. Et en fait, je me souviens, c'était à l'époque du train du climat, on avait fait ça. Je m'étais rendu compte qu'il y avait 3 niveaux de communication, en fait, dans un institut de recherche. Il y a la communication institutionnelle, qui souvent, je veux dire, hélas, occupe 90% des efforts des services de communication de nos instituts, puisque c'est un peu leur premier rôle, c'est de faire... voilà, c'est bon. Enfin, en tout cas, c'est vécu comme eux, comme leur premier rôle, ce qui peut poser question. Ensuite, il y a la communication scientifique. Donc, vous faites une étude, enfin un communiqué de presse, et c'est diffusé. Donc là, c'est intéressant, mais bon, ça va être plus ou moins bien organisé, suivant les instituts, etc. Et puis, il y a tout ce qui est médiation scientifique, qui là va beaucoup plus intéresser les chercheurs, mais où l'appui institutionnel n'est pas forcément toujours présent. Donc là, il y a peut-être aussi quelque chose à repenser. Ça va dans le sens de... ce qui a été dit plusieurs fois, c'est que les chercheurs sont en demande de repères, soit de la protection, soit de l'accompagnement, soit de l'encouragement, soit de rendre visible cette action d'engagement. Et là, je pense que certains... moi, j'étais assez admiratif de ce qui se fait à Lausanne, cette réflexion qui a été encouragée au niveau institutionnel, et j'espère qu'elle va se développer dans nos instituts. On en a vraiment besoin. Voilà. J'ai trouvé votre point sur l'intellectuel ou le savant intellectuel qui a un peu cette image à la Bourdieu qui défend l'intérêt général et va venir sauver l'humanité, un modèle qui aujourd'hui date un peu mais qui est encore présent dans l'imaginaire collectif face peut-être à l'évolution de la recherche vers l'entrepreneur-chercheur qui va répondre aux appels d'offres ANR, qui va avoir des équipes et qui du coup va peut-être moins s'occuper d'intérêt général et plus dans son intérêt à lui de chercheur. Donc là aussi, il y a une évolution du paysage de la recherche qui a forcément une influence. Alors je ne dis pas qu'il faut revenir à l'ancien modèle qui avait ces problèmes, des patrons très pyramidaux, enfin voilà, avec d'autres problèmes qui se posaient. Mais c'est vrai qu'on sent une tension. Et voilà, le dernier point, pour ne pas être trop long, je veux saluer la présence ici de Pierre Léna, revenir sur l'éducation, qui est absolument essentielle. Et quand on parle de culture scientifique, on parle d'éducation à la science. Et on sait les défis qu'on a en France, en particulier sur cette éducation. Parce que la culture scientifique... donc qui commence à la maternelle, qui va jusqu'au lycée, qui concerne aussi bien sûr l'enseignement supérieur, et ça permet de comprendre ces différentes volets, phases de la science, que ce soit pour les journalistes, pour les décideurs, pour tous les citoyens, pour faire un outil pour une citoyenneté, alors comme ça avait été dit, qui permette d'avoir une vision humaniste, critique et responsable quand on décide
pour soi-même et en société collectivement. Donc pour moi, cette culture scientifique, c'est une éducation à l'esprit critique. Ça permet de se projeter aussi positivement vers l'avenir, de ne pas tomber dans tout est fichu, comme on peut voir par exemple face aux défis environnementaux aujourd'hui. C'est un manque de pouvoir se projeter positivement. Et ça, l'éducation a un rôle fondamental dans le récit collectif qu'on construit face à ça. Donc voilà, donc vraiment un besoin d'acculturation, hein, pour reprendre le terme de Christine, à tous les niveaux. Voilà ce que m'inspiraient les échanges d'aujourd'hui. Plusieurs pistes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Juste une observation, une question. L'observation, c'est sur la figure de l'intellectuel. Tu as dit que c'était dans la pensée collective historique ou je ne sais plus quoi, mais ça existe encore, je pense, et c'est très français. Je pense que Yves Gingras l'a dit ce matin, c'est très français, effectivement, cet intellectuel qui, du haut de son magistère, se permet de tout commenter et d'intervenir sur la scène publique comme s'il savait tout sur tout. Je suis un peu dure, mais c'est beaucoup arrivé récemment, et notamment à l'occasion de la crise du Covid. Et je crois que c'est une vraie question, qui renvoie d'ailleurs à la question de la compétence qu'on posait tout à l'heure, et qu'une certaine retenue et autodiscipline en la matière est vraiment un vrai sujet de réflexion. Et ma question, c'est quand tu parles des trois phases de la recherche en labo, puis de la recherche débattue entre les pairs, puis ensuite, sous-entendu à huis clos, puis ensuite d'une ouverture à la société civile et aux politiques, etc. Est-ce que tu penses que c'est encore comme ça que les choses se passent ou que c'est une espèce d'idéal type assez éloigné de la réalité? Il me semble que les derniers mois nous ont montré qu'on n'est plus vraiment là-dedans et qu'au contraire, il y a une espèce de déferlement. En fait, j'ai l'impression que la période de la controverse scientifique, le moment où les scientifiques débattent entre eux, entre pairs, est une chose qui soit est désormais de plus en plus zappée, entre guillemets, soit se fait dans des sphères de plus en plus publiques, que ce soit sur Twitter, dans des médias grand public, quand c'est pas fait devant les tribunaux. Je pense évidemment à l'action en justice de... son nom m'échappe, c'est vous dire. Voilà, donc l'affaire du siècle. Voilà, j'avais pas l'affaire du siècle, de Didier Raoult contre Elisabeth Bick. Voilà, les noms me reviennent. Donc, et qui met qui attaque en diffamation Elisabeth Bick, là où il devrait y avoir un vrai débat scientifique entre pairs. Donc, ma question, c'est est-ce que effectivement tes phases, elles tiennent encore, qu'on les appelle de nos voeux comme devant rester des phases structurantes? Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ma question, c'est est-ce qu'elles tiennent encore par les temps qui courent? Je pense qu'il y a deux tensions. Maintenant, bon, ces trois phases, ça peut être un continuum, si vous voulez. Hein, mais je pense que d'un côté du continuum, quand une question scientifique se pose, d'où qu'elle vienne, hein, la façon de l'aborder, la démarche scientifique pour administrer la preuve, faire une expérience, la juger, ça appartient à des canons intérieurs à une communauté scientifique. Et il faut avoir passé un doctorat pour pouvoir contribuer à l'administration de la preuve sur une question scientifique précise. Maintenant, l'élaboration de la question, le choix des sujets de recherche, comment on finance, ça est de plus en plus, et c'est normal, c'est une co-construction avec le reste de la société. Donc, alors ça dépend des domaines. Nous, on le voit dans notre communauté où jusqu'à une vingtaine d'années, on réfléchissait entre nous, un peu éloignés des... Alors je schématise bien sûr, hein, du reste de la société, en disant bon, comment l'atmosphère fonctionne, comment l'océan fonctionne, la turbulence dans l'océan, on voit des questions passionnantes. Et maintenant, de plus en plus, on se rend compte que les questions de recherche qu'on se pose, elles sont co-construites avec les gens qui vont avoir besoin de réponses très concrètes. Et clairement, mais une fois que ces questions sont posées, la façon dont on administre une preuve, où on apporte quelque chose d'utile à la société, ça revient. Voilà, alors il y a plus d'allers-retours, mais chacun dans son rôle. Donc peut-être qu'on ne peut pas découper de façon aussi claire comme je l'ai faite, mais je pense de comprendre ces différentes dimensions, en tout cas d'en discuter, d'en débattre, ça doit faire partie d'une culture scientifique partagée, et pas juste par les scientifiques, hein, par tout le monde de façon plus importante. C'était ça mon point, mais le débat est ouvert. Merci. Pierre. Alors, non, on va donner la parole
à madame, c'est pas parce que vous êtes au bout de la liste et au bout de la table. Voilà, un peu de fair play. Donc Mario de Vitrani, à vous. Alors, on parle depuis ce matin de dire d'où on parle, quelle est notre légitimité. Donc je voudrais commencer par dire qui je suis, parce que je ne connais rien à l'intégrité scientifique, à l'éthique, à toutes ces questions qu'on a traitées depuis ce matin. Je suis roboticienne. Et à ce titre-là, il m'est arrivé de me poser des questions sur la recherche impliquant la personne humaine. Donc cette relation à l'intégrité scientifique, j'y ai été confrontée. Je n'ai pas été confrontée dans mon parcours à cette question de la prise de parole en public, en tout cas à la surexposition de ma parole en public. Donc donc c'est pas à ce titre de roboticienne que je vais parler aujourd'hui. D'ailleurs, je suis présentée comme vice-présidente de Sorbonne Université, et donc je dois sans doute parler au titre de mon institution, et pour autant, je crois que ce que je vais dire aujourd'hui relève plutôt de mon opinion personnelle que d'un schéma bien défini qu'on m'aurait dicté, de dire à Sorbonne Université, voilà ce que nous faisons. Donc je vais sans doute être naïve et j'espère être tout de même en phase avec ce que porte Sorbonne Université. Dans ce que j'ai entendu aujourd'hui, du coup, c'est pour moi plutôt un rapport d'étonnement ou que je peux faire après toute cette journée où vous avez déconstruit pierre après pierre tout ce que je m'étais imaginé en disant « Ah, il faut faire de la science ouverte, ah non, c'est le piège, j'ai entendu. » Bon, raté. Mais il n'empêche que il y a de nombreuses questions qui sont soulevées. On a commencé par parler de liberté académique comme liberté professionnelle, et de ce fait, il faut que l'institution se pose la question de son rôle par rapport à cette liberté académique. Donc, comment peut-on être garant, comment peut-on être protecteur de la liberté académique des chercheurs et des chercheuses qui dépendent de nos établissements et des enseignants également. Comment ne pas tomber dans le piège, on parlait de régulation, comment ne pas tomber dans le piège de la régulation, du contrôle de la parole, au motif que ça entacherait la réputation de l'établissement? C'est aussi une question qu'on doit se poser. En termes de régulation, on a entendu que surtout il ne faut pas aller vers de la régulation et surtout il ne faut pas aller vers du contrôle. Et j'ai envie de, là c'est mon opinion personnelle, de dire que oui, il ne faut pas aller vers ces règlements, parce que ces règlements nous évitent de réfléchir à ce que nous faisons. Quand on a un texte, des items à cocher, des règles qui définissent si oui ou non nous sommes en conflit d'intérêts et si oui ou non nous avons le droit de parler, on coche les cases et on en oublie l'esprit qui a justifié ce questionnement sur le conflit d'intérêts. Et finalement, on s'abrite derrière le formulaire qu'on a rempli pour être bien droit dans ses bottes. Donc, je pense qu'il est plus important de trouver une façon de faire que chacun s'interroge plutôt que de faire en sorte que réglementairement et dans les formulaires, on soit bien d'équerre. Je continue dans ce que j'ai entendu, qui m'interpelle. Il y a une forme de difficulté à pousser les chercheurs, les chercheuses à prendre la parole en public, à être de plus en plus visibles, à publier plus, à disséminer leurs résultats et en même temps à ce qu'ils restent intègres. Donc il faut qu'on soit cohérent en tant qu'institution dans ce qu'on demande à nos chercheurs de conduire comme activité. Alors, si je peux dire un mot sur ce qui est en cours à Sorbonne Université, où on s'appuie sur l'idée quand même de la science ouverte, même si c'est un piège, j'espère qu'on arrivera à le porter proprement, en tout cas.
on a des chartes qui engagent la communauté à s'interroger sur la façon dont on va évaluer, à minima en interne, quand on le peut, la recherche qui est faite à Sorbonne Université et à mettre l'accent, à valoriser les actions de prise de parole, les actions de sciences ouvertes, les actions que les chercheurs font pour être le plus transparent possible, etc. Et ça doit être pris en compte dans les évaluations. Alors, ça doit, c'est le message de l'établissement, comment c'est répercuté dans les faits. Est-ce que quand on est dans un comité de sélection, on lit pour de vrai les publications des gens? J'en doute encore, mais il faut qu'on travaille et qu'on fasse passer ce message-là. Il est important de valoriser les actions qu'on demande, qu'on demande à nos chercheurs. Donc on travaille par ailleurs à la question de la place de l'université aussi dans le débat public, la crédibilité, on en a parlé aussi ce matin, de nos chercheurs, le fait qu'on puisse se revendiquer d'une institution qui doit avoir une certaine réputation et qui donc nous rend légitimes quand on s'exprime. À ce titre-là, il m'est arrivé ce matin, avant de venir, d'ouvrir un colloque de personnel administratif sur le campus Pierre et Marie Curie, où les personnels se sont présentés par le nom de leur institution. Bonjour, Sorbonne Université. Bonjour, Université Paris-Cité. Je n'ai pas eu un seul nom des personnes qui étaient en face de moi, ce qui m'a laissé un petit peu, disons, dubitative. Vraiment sur l'appropriation qu'ils avaient du coup de leur institution. Donc, la place donc, de l'université, hein, pas de Sorbonne Université, mais de l'université, la place des organismes de recherche dans la société, leur influence auprès des décideurs publics, leur influence sur l'opinion publique, leur impact sociétal est à défendre, est à retrouver, est à repositionner. Et donc, il faut qu'on trouve, il faut qu'on prépare nos personnels, il faut qu'on les forme sur ces questions d'intégrité et d'éthique, sur ces questions de prise de parole en public. Il faut qu'ils sachent déjouer les dangers qui les attendent. On les a vus quand on prend la parole en public. Et puis, il faut qu'on se pose la question comme institution de la façon dont on peut protéger et accompagner nos personnels lorsqu'ils se retrouvent, j'ai noté tout à l'heure, seuls face au lynchage. Je trouve ça absolument dramatique que des personnes qui viennent porter leur travail scientifique, qu'ils conduisent au sein d'un établissement, ont ce sentiment d'être seuls face au lynchage. Alors, est-ce que j'avais noté autre chose? Ah oui, j'avais noté un dernier point. On parlait tout à l'heure de la formation des journalistes et des décideurs publics. Alors, je précise, et nous croisons les doigts, parce que nous avons déposé un projet dans lequel nous aimerions développer de la formation continue à destination non pas des professionnels qui ont besoin de se mettre à jour scientifiquement, mais à destination des journalistes, du public, des décideurs publics, pour qu'ils puissent appréhender les méthodes scientifiques, pour qu'ils puissent comprendre les mécanismes de la recherche. Donc on espère qu'on pourra vraiment mettre ce programme-là en place. Voilà mon rapport d'étonnement sur la journée. Merci beaucoup. Donc, si je comprends bien, une politique ou une pré-politique de formation, d'accompagnement, etc., mais sans règles, sans normes, sans standards, sans cadre. Alors, sans cadre, je n'irai pas jusque-là, puisqu'il y a un certain nombre de chartes qui ont déjà été signées, mais les chartes, elles sur ce sujet précis de la prise de parole en public? Oui. Ah, d'accord, très bien. Et dans lesquels il y a des éléments? Alors, disons pas sur la
pas sur la prise de parole en public exclusivement, mais sur les questions de l'intégrité scientifique, donc on reprend des éléments vraiment classiques qui ont déjà été dits toute la journée, donc se présenter, dire au nom de quoi on parle, dire comment on est légitime quand on prend la parole en public, rester dans son domaine de compétences, etc. Mais c'est une charte, c'est pas contraignant. Non, bien sûr, mais c'est quand même une sorte de régulation. Mais c'est une sorte de régulation. Ok. Merci beaucoup. Pierre Ouzoulias, à vous. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être avec vous. D'abord parce que j'ai le sentiment que pour l'Office, c'est le colloque de la refondation. Une refondation parce que l'Office a maintenant un socle législatif et le Parlement lui a donné indirectement par le biais du H-S une mission qui est celle de veiller au respect de l'intégrité scientifique telle qu'elle est définie par la loi. Alors comme j'ai entendu qu'il ne fallait pas légiférer, je vais me justifier. Donc les dispositifs sur l'intégrité scientifique ont été introduits dans le code de la recherche par la LPR à votre demande. À votre demande. C'est parce que, à la suite d'un rapport de l'OPEX, qui a duré quasiment 1 an, on a compris qu'il y avait un consensus très large de la communauté pour porter dans la loi un certain nombre de pratiques qui viennent de la circulaire Mandon, qui a fait suite au rapport Corvol. Et vous avez considéré à un moment donné, c'est pour ça que le Parlement vous a répondu, que pour conforter ces pratiques, il fallait les amener au niveau législatif, que ça leur donnait plus de force et que ça vous permettait en interne, dans vos établissements, de faire valoir la loi pour aller plus loin dans l'application d'un certain nombre de pratiques. Alors maintenant, c'est à vous de nous dire si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas, s'il faut changer, s'il faut revoir la loi, on est à votre disposition. Ce que je tenais à vous dire, c'est que lors des débats au Sénat, parce que l'intégrité scientifique vient principalement du Sénat et de la Commission de la culture du Sénat, les dispositions ont été votées à l'unanimité. À l'unanimité au Sénat et à l'unanimité au Parlement, dans une compréhension rare par des parlementaires de ce qu'est l'activité de la recherche, de ce qu'est l'activité scientifique. Et on dit parfois que le monde politique et le monde de la science sont séparés. Ce n'est pas ce que j'ai constaté sur l'intégrité scientifique, même si, je dois l'avouer, le contexte de la Covid a incité le parlementaire à tenter de réguler des excès de communication. Et je crois que nous devons beaucoup à un génie marseillais. Certaines des dispositions qui sont dans la loi, sans lui, on ne serait pas allé aussi vite. Donc il faudra lui décerner une médaille de l'intégrité scientifique pour ça, pas pour le reste. Je pense que c'est un point très important parce que au moment de la discussion au Sénat, le débat a porté de façon assez intéressante sur la place de la science dans la société, à quoi sert la science et à quoi servent les scientifiques. Et quelles sont leurs responsabilités par rapport à la société, par rapport au pouvoir public. Et on est allé assez loin dans ce domaine. Et je pense que ça peut être une base intéressante pour continuer ensemble. Les échanges y sont absolument indispensables. Sur les libertés académiques, peut-être que le professeur Brault est encore là. Je partage complètement sa définition que je vais reprendre. La liberté académique suppose donc l'autonomie professionnelle et aussi l'existence d'une communauté, par discipline scientifique, dans laquelle règnent les deux grands principes de la collégialité et de la cooptation, c'est-à-dire tout le contraire du principe de la hiérarchie et de l'autorité. Et je pense que relier la liberté académique à quelque chose de corporatif, dans le beau sens du terme, c'est absolument fondamental. Et alors je suis d'accord avec lui qu'il est dangereux de légiférer sur la liberté académique en tant que telle,
l'article, l'amendement qu'il a cité ce matin, je ne l'ai pas voté, donc je suis entièrement d'accord avec lui. Mais après, je pense qu'il faut que nous réfléchissions ensemble sur quel est le cadre institutionnel dans lequel s'exerce cette liberté académique et comment elle est protégée. Est-ce que c'est l'établissement, l'université avec un petit u, ou l'institution universitaire en tant que telle? Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on prévoit pour les organismes de recherche, pour CNRS, INSERM, etc. Je vous fais remarquer que d'un point de vue législatif, il n'y a pas de concordance entre la protection académique dont bénéficient les enseignants-chercheurs, et notamment les professeurs, qui est d'ordre constitutionnel, et d'autre part, les chercheurs du CNRS par exemple. Il y a d'un côté le Code de l'éducation, article L 952-2, et de l'autre côté le Code de la recherche, article L 422-1, qui n'apporte pas les mêmes garanties. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on ne doit pas unifier ces protections, sachant qu'aujourd'hui, l'essentiel de la pratique de recherche se fait dans des UMR où on ne distingue quasiment pas chercheurs et enseignants-chercheurs. C'est une question que je vous pose. Par ailleurs, dans d'autres disciplines, je pense aux médecins, il y a un ordre des médecins qui a des missions déontologiques qu'il doit faire respecter, qui a des commissions qui permettent de sanctionner les médecins qui ne respectent pas le serment d'Hippocrate, et on revient à un chercheur marseillais. Est-ce que nous devons nous doter des mêmes institutions? C'est une question que je vous pose. Comment on pourrait avoir, dans le domaine de l'intégrité scientifique, l'équivalent de l'ordre des médecins ou l'ordre des ingénieurs, des architectes? Le débat est ouvert. Ma position là-dessus, elle n'est pas faite. Et pour finir en 3 minutes, Michel Dubois a posé ce matin la question de l'intermédiation. Je la trouve absolument fondamentale. Voilà. Et on vit dans une société qui est mal parce qu'il y a une crise majeure de l'intermédiation. Et qu'on considère dans tous les domaines, notamment dans le domaine politique, qu'entre le citoyen et le plus haut niveau de la pyramide des responsabilités, il ne doit plus rien avoir. C'est-à-dire que le citoyen, par le référendum d'initiative, peut décider des lois, mais le président, par le tirage au sort, peut se passer du Parlement, etc., etc. Et le chercheur peut se passer des institutions de publication par les prépublications, etc. Donc on a un travail énorme de restauration des corps intermédiaires et de l'intermédiation. Je trouve ça fondamental. Et pour finir sur une note positive, je demande très régulièrement au secrétariat général du Sénat combien de chercheurs interviennent dans les missions d'information du Sénat, les commissions d'enquête, etc. En moyenne, par an, pour le CNRS, c'est 80 chercheurs. Donc il y a tous les ans 80 chercheurs qui participent à la prise de décision politique du Sénat. Je regrette que cet apport qui est fondamental ne soit pas mieux valorisé, parce qu'au Sénat, quand il y a une question extrêmement pointue, l'évolution de la géostratégie du Kazakhstan, vous avez un chercheur au CNRS, toujours. Ah. Parfois des enseignants-chercheurs aussi. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas valorisé. Je le regrette, parce que vous devez montrer, et les parlementaires aussi, qu'aujourd'hui, le chercheur est descendu de sa tour d'ivoire depuis bien longtemps. Il est impliqué, il est engagé, et il prend une part extrêmement active au débat public, en apportant sa compétence et en laissant aux politiques le soin de la décision, ce qui est une sage répartition des choses. Donc là, il y a un immense domaine, et en ce qui concerne la commission de la culture du Sénat, dans une relation forte avec l'Office et avec le HCRS, on est à votre disposition pour développer toutes ces relations. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Alors, est-ce que l'un d'entre vous a envie de réagir à l'intervention d'un des trois autres? Des réactions? Non, pas particulièrement.
Alors moi j'ai des questions. Donc il y a deux interventions qui ont beaucoup insisté sur la nécessité pour contrer le phénomène de désinformation de certains chercheurs, etc., et des prises de parole publiques intempestives, de préparer des messages collectifs. Ça, je pense que c'est quelque chose d'important et le CNRS, justement, est en train de réfléchir là-dessus en se disant que sur les sujets compliqués, il est important qu'il mobilise une expertise collective pour préparer des messages clairs. Et au-delà de la préparation des messages, qui auraient donc vocation à être repris, notamment par les journalistes, voilà, des messages clairs, robustes, etc., il y a cette idée qui va un cran plus loin, qui consiste à dire qu'il faudrait faire colporter les messages par des ambassadeurs. Autrement dit, serait prioritaire dans la prise de parole publique un certain nombre de chercheurs choisis parmi d'autres. J'aurais voulu savoir ce que ça vous évoque. C'est une des pistes actuellement qui court dans les couloirs de certaines institutions. Et j'aurais voulu savoir si c'était pour vous une piste robuste pour penser la prise de parole des chercheurs. Emmanuel Didier. Moi, ce qui me semble très important, c'est la difficulté, il est moins dans le... Enfin, et d'ailleurs, il est problématique de nous donner des messages à transporter. C'est vraiment un problème, ça. La question, c'est de savoir quelles sont les modalités de la parole. Personne n'est obligé de le faire. Oui, non, mais même, enfin, si le CNRS commence à avoir des messages avec un contenu d'un message, avec un contenu de message, je trouve que ça change un petit peu le type de rapport qu'on peut avoir avec l'institution. Non, le problème qu'on a, c'est surtout qu'on est sollicité par la sphère médiatique, disons, au sens très large du terme, et qu'on ne sait pas très bien quelles sont les règles de cette sphère médiatique. Et que le problème, c'est de connaître davantage les modalités de l'expression là-dedans. C'est-à-dire ce que disait Mme Costaglia tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se comporter comme ceci, il ne faut pas se comporter comme ça. Enfin, je n'ai pas appris la liste exactement ce qu'elle disait, mais elle disait il ne faut jamais être agressif, etc. Il y a un certain nombre de modalités de la parole qui, eux, sont problématiques. Le problème, ce n'est pas qu'on se mette d'accord sur un message à transporter. Au contraire, justement, la science est souvent et heureusement un lieu de controverse. Donc je pense que le problème, c'est surtout ça. Voilà, j'ai d'autres trucs. Très bien. Éric ? Oui, cette question, elle revient régulièrement. Il y a des institutions, je ne donnerai pas de nom, qui à une époque n'autorisaient que 3 personnes à parler dans les médias, et c'est tout. Et on s'est posé cette question, nous, donc à l'IPSL, l'Institut Pierre-Simon Laplace, et en fait, on s'est dit sur le modèle, alors on a peut-être été aidé par le GIEC, sur lequel on pouvait s'appuyer, en fait, à être des dizaines d'auteurs à pouvoir parler des mêmes contenus, mais chacun avec sa sensibilité, sa façon de le dire, ce qui enrichissait et peut-être rendait plus robuste et plus digne de confiance les résultats scientifiques. Alors, moi, je vais rejoindre Emmanuel Didier sur le problème du mot « message », message clair. Enfin, moi, je suis embêté par ce terme parce que... C'est peut-être moi qui utilise un mauvais terme. Non, le fruit d'une expertise collective. Et sachant que je ne pense pas que ce soit non plus une très bonne idée, en vérité. Non, mais je pense que le mot « message », on entend beaucoup écouter les scientifiques, écouter les messages du scientifique. À propos du GIEC, on entend ça en permanence, mais encore une fois, le GIEC n'a pas de message. Il propose un état de l'art des connaissances. Et que le CNRS et les institutions de recherche sont dans leur rôle pour proposer un état de l'art des connaissances à la demande de la société. Le rapport du GIEC, c'est un rapport qui est commandé par les Nations Unies. On veut savoir où est-ce qu'on en est la connaissance autour du changement climatique. Donc, qu'on soit un certain nombre à être porte-parole de cet état de l'art qu'on a conçu, et d'ailleurs, pourquoi il y a une telle confiance dans les rapports du GIEC? C'est la façon dont il est élaboré. Il y a des centaines d'auteurs qui viennent de dizaines de pays, qui est un choix qui est d'abord fait sur finalement la compétence, mais aussi l'indépendance et le fait d'être collégial. Donc ces 3 éléments sont indispensables pour qu'il y ait une confiance dans l'expertise. Donc je pense que c'est ça qui fait la force, mais aussi qui en fait les limites, car il n'y a pas de... Encore une fois, ensuite, souvent je trouve parfois à front renversé, ou dites-nous, les climatologues, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour le changement climatique, mais on ne sait pas. Donc je nous compare souvent à le laboratoire d'analyse qui vous dit que votre taux de cholestérol il est élevé,
Alors on va mesurer extrêmement précisément, on va s'assurer qu'on a les meilleurs outils pour mesurer ce taux de cholestérol, mais ensuite on vous rend votre fiche en disant voilà, monsieur, votre taux de cholestérol, il est là. Et ensuite, c'est avec votre médecin ou vous-même, en fonction de ce qui est important de vos valeurs, que vous allez décider d'arrêter de manger du saucisson ou de vous en dire bon, bah tant pis. Donc je pense que cette notion de message clair, il faut faire attention il y a peut-être eu dans une partie de notre histoire un peu de vision technocratique, où les scientifiques savaient ce qu'il fallait pour le bien commun. Alors est-ce que c'est l'héritage de ces grands savants intellectuels qui savaient mieux que tout le monde ce qu'il fallait pour le bien commun? Je ne sais pas, là ça dépasse largement mon expertise. Mais en tout cas, moi personnellement, je me retrouve mal à l'aise avec cette idée de nous, scientifiques, on sait ce qu'il faut faire. On va envoyer des messages clairs. Donc c'est plus complexe. Et pour moi, c'est pour ça que je parlais de lieux intermédiaires ou de lieux d'appropriation commune de ces enjeux, comme on voit au niveau régional, qui se mettent en place. Là, c'est vraiment intéressant, parce qu'on est dans la salle, mais la discussion, elle est portée par les citoyens et les élus qui décident ensemble de ce qui est important, de ce qui a de la valeur, de niveau de risque acceptable. Et nous, on est là pour borner la discussion, mais pas pour l'orienter. Vous voulez réagir, Pierre Ouzoulias ? Oui, je pense qu'il est tout à fait essentiel que les chercheurs qui viennent s'exprimer au Parlement, je parle du Parlement, comprennent bien quel est le fonctionnement de la commission devant ils vont s'exprimer. Parce qu'un chercheur ne s'exprime pas de la même façon quand il s'agit de l'OPEX, quand il s'agit d'une mission d'évaluation à huis clos, quand il s'agit d'une mission d'évaluation qui est enregistrée et quand il s'agit d'une commission d'enquête. Et très souvent, j'ai vu des collègues du CNRS arriver au Parlement ne sachant pas très bien qui était en face d'eux, comment ils pouvaient répondre, le temps qu'ils avaient, etc. Donc, moi, je fais le travail en amont, mais je pense que l'institution devrait le faire, c'est-à-dire apporter une aide technique aux chercheurs en lui disant « tu vas être auditionné par telle commission, ça fonctionne comme ça, tu as tel temps de parole ». C'est absolument fondamental et dans la réussite politique du GIEC dans la dernière année, il y a eu ça. Il y a eu un énorme travail de réflexion fait par les scientifiques pour savoir quel discours ils pouvaient délivrer à des politiques pour que ce discours soit efficace dans la prise de décision politique. Et il y a eu un changement radical de leur commission qui a été vraiment efficace. Moi, je l'ai vu à l'OPEX et je l'ai vu au Sénat. Donc ça, c'est fondamental. Et ça, c'est une culture à avoir. Je comprends parfaitement qu'il y ait des chercheurs que ça n'intéresse pas. Ensuite, je crois que ce qui est... Alors, je suis désolé de parler de ma petite personne, mais la double culture, c'est fondamental. Donc, quand on a des enseignants-chercheurs et des chercheurs au Parlement, les choses se passent mieux. Et je lance un appel. Là, pour les élections législatives, c'est fini, mais les sénatoriales, c'est l'année prochaine. Il y avait au Sénat, il y a une vingtaine d'années, entre 15 et 20 professeurs d'université, 5 ou 6 chercheurs au CNRS. Les chercheurs au CNRS, nous ne sommes plus que 2. Et professeurs d'université, il n'y en a plus que 2. Alors, il reste des vétérinaires, etc. Mais la compréhension par le Parlement de la science, elle passe aussi par l'engagement du scientifique dans le monde politique. Je pense il faut absolument revenir là-dedans, c'est tout à fait fondamental. Voilà. Très bien, en voilà un message clair. Oui, on a compris. Marie-Aude Vitrani, vous voulez réagir à cette question ou non? Peut-être alors une question pour vous, ou enfin pour tous, avant de passer la parole à la salle, c'est sur le rôle des institutions. On en a parlé tout au long de la journée. L'institution qui incite, l'institution qui craint, l'engagement du chercheur, l'institution qui cadre, qui propose des lignes directrices, etc. Quid de l'institution qui tense, je pense, en fait, je pose la question parce que je pense au communiqué de presse qu'avait sorti Antoine Petit à propos de l'affaire Muschieli, à laquelle on a fait référence à plusieurs reprises pendant la journée et qui, me semble-t-il, est un vrai cas d'école important dans cette affaire. Antoine Petit avait été l'objet de toutes les pressions de la part d'un certain nombre de gens qui souhaitaient qu'il intervienne pour dire à quel point les écrits de Muschieli
ne répondait pas au canon de l'intégrité scientifique et de la déontologie, tandis que d'autres, au contraire, considéraient que cette intervention de l'institution, ça rejoint ce que disait Yves tout à l'heure, était vraiment l'archétype de l'intervention à la française, d'une recherche hyper centralisée, hyper administrée, et que après, si le chercheur veut dire n'importe quoi, eh bien tant pis pour lui, il sera simplement discrédité sur la scène, dans la sphère publique. Voilà. Rejoignez-vous plutôt le choix de l'intervention de l'institution pour sauvegarder en quelque sorte ce qui paraît être une science robuste, enfin un savoir robuste, ou bien au contraire la proposition de ceux qui considèrent qu'il faut laisser faire le débat des pairs? Alors, vraiment, alors là je parle en mon nom propre, je rejoins plutôt le laisser faire. On entendait, enfin vous disiez ce matin, c'est son problème, sa crédibilité. Moi je peux m'exprimer sur de la recherche dans mon domaine. Je peux dire oui, le chercheur a raison ou il a tort de dire ce qu'il dit au regard de l'état de l'art, au regard des connaissances et au regard de ce que je connais. De quel droit ou et d'où je parlerai pour, en tant qu'institution, sur un domaine que je ne connais pas, prendre une position. En fait, je crois que l'institution, au contraire, doit donner la parole aux pairs, c'est-à-dire doit permettre la contradiction, doit permettre aux opposants de s'exprimer, mais pas en tant que président d'université, vice-président d'université. Ça me paraît pas constructif. Donc vous rejoignez le rapport d'Augustin disant qu'il faut vraiment que l'institution favorise la controverse scientifique, le débat scientifique. Complètement. Okay, vous voulez réagir là-dessus ou... Non, pas particulièrement. Très bien. Écoutez, je ne sais pas si cette table ronde aura répondu aux attentes en termes de perspective d'action. Mais en tout cas, il est 17h50. On va clore en vous remerciant tous beaucoup et encore une fois les organisateurs. Tu veux dire quelques mots, Stéphanie ?